Santé, Patient, médecin, réalité, parcours de soins, partage. échange. Chez Baye Agency, redonner du sens à la communication santé est notre priorité. Donnons la parole aux patients et aux professionnels de santé. Soyons concrets. Bonjour à tous, c'est Aurore de chez Baye Agency. Bienvenue pour ce premier rendez-vous consacré à l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur 10 en France et qui reste encore aujourd'hui une maladie complexe à diagnostiquer. Bien qu'il existe des formes asymptomatiques, certaines femmes sont très affectées dans leur qualité de vie. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par deux associations. EndoAction, représentée par Myriam Poulain, présidente de l'association, et EndoMind, représentée par Michel Mollo, secrétaire général de l'association, accompagnée de Marie-Agnès Caderby, coordinatrice Île-de-France pour EndoMind. Deux associations, mais un même but aujourd'hui, partager concrètement avec nous leur réalité patient. Bonjour à toutes. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps d'échange consacré à l'endométriose. Alors, des années peuvent passer avant que le mot endométriose ne soit posé. Il y a un délai moyen de 7 à 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous souvenez-vous du temps qui s'est écoulé entre votre première crise, par exemple, et le diagnostic qui a été posé ? Est-ce que vous avez souvent entendu « vous n'avez rien », par exemple, après une consultation chez un spécialiste, alors que la douleur était bien sûr bien présente ? Myriam, est-ce que vous voulez commencer à nous raconter un peu votre histoire ? Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Myriam. J'ai été diagnostiquée vers 30 ans. Alors les premiers symptômes, je les ai eus dès 12 ans à peu près, donc les symptômes de douleur, de règles. J'avais aussi beaucoup de problèmes de transit, mais on n'a jamais été chercher plus loin, donc je me suis habituée à grandir et j'appréhendais mes règles tous les mois, voilà. Et on mettait ça souvent sous le coup du stress, de voilà, peu chochotte, c'est pas grave, ça va passer, voilà. Et j'ai donc été diagnostiquée à 30 ans suite à une occlusion intestinale. Je connaissais pas du tout l'endométriose, donc ça m'est tombé dessus, entre guillemets. Les médecins que je voyais, que ce soit gynécologue, tout ça avant, j'avais des petits kystes, mais voilà, on m'a jamais trop cherché, on me disait que c'était normal, les douleurs c'est normal. Et donc, le diagnostic, d'un côté, ça m'a rassurée dans le sens où je me disais, les douleurs que j'ai, c'était pas rien. Et d'un autre côté, quand on est diagnostiqué, quand on a ce diagnostic, c'est le début d'un long calvaire. Donc voilà. Et jamais le mot endométriose, quand vous aviez rencontré des médecins spécialistes, n'avait été envisagé ? Jamais, parce qu'en fait, ils n'ont jamais été chercher l'origine de mes douleurs. Donc, apparemment, on me disait, t'as tes règles, donc c'est normal, voilà. Et au niveau de la constipation, c'est le stress. J'étais contente d'avoir ce diagnostic parce que ça m'était... pour moi, je me disais, toutes ces années où j'ai souffert et qu'on me disait que c'était rien, non, c'était pas rien, c'était donc bien à cause d'une maladie que je découvrais au moment où on me pose ce diagnostic. Mais après, il faut savoir que quand on a ce diagnostic, donc on découvre que c'est une maladie chronique, voilà. Donc je vais dire que c'est un autre début d'aventure, je veux dire aventure, mais c'est pas vraiment le terme qui commence, quoi. Mais c'est pas une délivrance, non, pas du tout, non. Mais en tout cas, vous étiez enfin comprise. J'étais comprise dans le sens où... Entendue, ouais. Je dirais plus entendue parce qu'au moins ça a mis un mot sur mes douleurs. D'accord, merci beaucoup Myriam. Michel, est-ce que votre parcours a été un petit peu similaire ? Comment se sont passées ces années, vous, avant que le mot endométriose ne soit posé ? Alors ça a été également très long comme Myriam, parce que moi j'ai été diagnostiquée, j'avais 33 ans. Ouais. Et j'ai eu mes premières règles à l'âge de 13 ans, donc dès le départ des règles douloureuses, très abondantes, qui me faisaient avoir même en fait des malaises et parfois même des vomissements quand c'était très douloureux. Je suis aussi touchée par le syndrome des ovaires polykystiques. Alors moi, ça a un petit peu, du coup, faussé les choses, parce que pendant des années et des années, les gynécologues me disaient que toutes ces douleurs étaient liées au syndrome des ovaires polykystiques, et ils ne cherchaient pas ailleurs. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des échographies, parce que comme j'étais suivie pour les ovaires, des échographies endo-vaginales, j'en ai fait beaucoup. Voilà, j'ai par chance réussi à avoir un enfant, parce qu'on m'a quand même dit que
si je voulais avoir un enfant, il ne fallait pas trop que je traîne, donc j'ai pas trop traîné et j'ai bien fait. J'ai eu mon fils en 2011 et lorsque les règles sont revenues après la grossesse, et bien, contrairement à ce qu'on entend, moi, en fait, les douleurs sont devenues encore plus terribles. En fait, c'est vraiment devenu l'enfer après avoir eu mon fils, quoi. C'était des douleurs, mais plus par rapport à ce que j'avais pu connaître avant. Vraiment des grosses hémorragies, des arrêts maladie, du coup, qui se répétaient et puis après, qui s'accumulaient dans le temps. Je suis restée des mois en 2017 sans travailler. J'ai travaillé que 4 mois, je crois, en 2017, si je me souviens bien. Sous les arrêts cumulés. Et donc de plus en plus de malaise, je n'arrivais plus à tenir assise plus d'une demi-heure. Ouais. Lorsque j'avais mes règles, j'étais obligée, désolée pour les détails très crus, mais j'étais obligée de me changer toutes les demi-heures, d'avoir un change en permanence au travail, etc. Donc c'était très très... Quand je travaillais, c'était hyper gênant, en fait, au quotidien, pour les réunions. Moi, je travaille dans un musée pour faire des visites guidées, etc. Enfin, voilà, vous imaginez un petit peu. Et donc, voilà, ça a été beaucoup d'arrêts parce que je ne tenais plus assise. À force, je ne pouvais plus marcher. Et donc, le diagnostic est tombé en décembre 2017. Ma gynéco a eu enfin la présence d'esprit de se dire que c'était peut-être pas seulement le syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Et quand le diagnostic est tombé, alors pareil que pour Myriam, c'est pas une libération parce que on a le mot, mais moi, j'avais pas d'explication. Je savais que c'était de l'endométriose, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. On ne m'a pas expliqué. La gynéco m'a dit qu'elle ne savait pas suivre cette maladie, qu'elle m'envoyait vers son collègue qui était plus spécialisé. Et lorsque j'ai rencontré ce nouveau gynéco, il m'a simplement dit on va vous mettre en ménopause artificielle. J'ai une injection pour... alors j'ai eu 2 fois, donc 2 fois 3 mois, donc une injection de ménopause artificielle pour 6 mois. Ouais. C'est un peu hard quand même à 33 ans d'entendre ça sans plus d'explication. Et puis en plus, ça ne m'a pas du tout soulagée des douleurs, pas du tout. Et puis en plus, ça a engendré d'autres effets secondaires pour le moins désagréables, grosse prise de poids, etc. Et donc, j'ai été opérée une première fois en novembre 2018. Mais 4 mois après, c'est revenu. Ah. Voilà. Et du coup, effectivement, cette maladie, avant que le diagnostic soit posé, vous en aviez déjà entendu parler ? Ou jamais? C'était complètement... Très peu. Alors moi, j'avais entendu le mot quelques temps auparavant parce que moi, c'est ma chef de service avec qui je m'entends très bien, avec qui je pouvais en parler assez librement, qui m'avait dit « mais tu n'aurais pas de l'endométriose ». D'accord. Et je sais pas ce que c'est, et puis voilà. Bêtement, je lui ai répondu « non, je pense pas, les gynécos m'en ont jamais parlé ». Mais de fait, elle avait raison. Marie-Agnès d'Endomind, oui. Pareil, est-ce que ce mot endométriose, vous en aviez entendu parler ? Jamais, avant de m'auto-diagnostiquer, jamais. Voilà, donc en fait, moi j'ai 36 ans aujourd'hui, et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans, et mes premiers symptômes, ils sont arrivés à l'âge de 13 ans. Et de mes 13 ans à mes 27 ans, pareil, j'allais chez le médecin, chez le gynécologue, chaque année... etc., etc. Et moi, ma première échographie pelvienne, malgré le fait qu'à chaque fois, je disais que j'avais très mal pendant les règles, que je ratais tous les mois 3 jours d'école parce que je m'évanouissais, j'avais des nausées, personne ne m'avait fait d'examen de mes 13 ans à mes 27 ans. Et il a fallu que je tombe sur un article sur Facebook d'une copine qui s'appelle Marie-Lou et qui postait en fait les symptômes de l'endométriose parce qu'elle était atteinte d'endométriose. Et là, je regarde les symptômes et je me dis, c'est moi. Et en fait, cet article-là, il disait, il y a peu de professionnels de santé qui sont formés en fait à diagnostiquer cette maladie. Donc, adressez-vous à quelqu'un, un gynécologue spécialisé. Et en fait, suite à ça, je suis allée sur Internet, comme une grande. Je suis allée chercher des gynécologues qui parlaient d'endométriose sur leur site Internet. Et je suis allée chez un gynécologue... J'ai eu un rendez-vous très rapidement parce qu'à Paris, ça peut être très rapide. Et là, il me pose quelques questions, juste quelques questions. Et il me dit, vu les réponses aux questions, je pense que vous avez de l'endométriose, mais on va faire une échographie pelvienne. Donc, première écho pelvienne à 27 ans. Et là, un kyste d'endométriose de 14 cm sur l'ovaire.
Et donc là, il me dit, en effet, vu le kyste, vous avez de l'endométriose, parce que c'est un kyste endométriose. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous passez au bloc la semaine prochaine. Donc voilà. Ça a commencé comme ça. Ouais, c'est un gros parcours là qui commence. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup parce que comme vous le dites, tout le monde ne connaît pas cette maladie. Il faut en parler et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve chez Bioagency pour en parler. Est-ce que d'ailleurs, vous auriez des conseils à donner aux jeunes filles aujourd'hui qui devraient les mettre en alerte lorsqu'il y a je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conseils à donner aujourd'hui à des jeunes filles? Marie-Agnès? Déjà, des règles douloureuses qui, on va dire, génèrent une incapacité à avoir une vie normale. Ça, c'est le premier signe. Et il est normalement, enfin moi, si j'avais écouté ce signe-là, ne pas aller à l'école tous les 2-3 jours par mois, c'est pas normal. Donc déjà, ça, c'est la première alerte, je pense, dès le début. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Myriam, vous vouliez intervenir? Je rejoins Marie-Agnès et c'est vrai que les règles douloureuses, c'est l'un des premiers symptômes de l'endométriose. Mais on a tellement banalisé le fait pour une femme d'avoir mal pendant les règles, que du coup, on est toutes là, toutes pareilles. On a grandi avec cette douleur menstruelle et il n'y a que récemment qu'on arrive enfin à dire non, arrêtez de dire que c'est normal d'avoir mal. Après, il y a douleur et douleur, Bien faut sûr. s'entendre aussi là-dessus. Et que donc, comme vous venez de le dire, quand on fait des malaises, quand on est incapable de se lever, d'aller en cours, d'aller travailler, non, il ne faut pas dire que c'est normal, que c'est le stress. Il faut aller chercher l'origine des douleurs et donc ça peut être effectivement symptomatique de l'endométriose. Michel Mollo, oui. Oui, comme disait Myriam, il faut s'entendre aussi lorsqu'on parle de douleur, c'est-à-dire, nous quand on parle de douleur, c'est-à-dire que n'importe quel antalgique ou anti-inflammatoire en fait ne fait pas effet, quoi. À partir du moment où on prend des cachets qui ne font pas effet, qu'on a toujours aussi mal, qu'on a toujours des règles aussi abondantes et qui nous font avoir des malaises ou des vomissements et nous empêchent de vivre normalement, clairement non, ce n'est pas normal. Voilà. Donc là, il faut vraiment alerter. Et si on ne se sent pas écouté, et ne pas hésiter aussi, alors évidemment, c'est pas toujours facile, mais ne pas hésiter à aller voir d'autres professionnels, demander plusieurs avis, c'est vraiment important, je pense. Complètement. C'est vrai que après, je pense que c'est là où le rôle des associations est quand même aussi hyper important. C'est que dans le pire des cas, s'il y a un doute, au moins les assos, elles peuvent recenser les bons professionnels ou orienter sur les bonnes applications. Et c'est aussi ça notre rôle. Et je trouve ça important parce que, en fait, on est vite perdu devant moi, quand je me suis retrouvée dans cet article-là, je me suis dit, ok, va trouver un professionnel de santé spécialisé. Donc là, ça a été une recherche. J'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un vrai spécialiste. Mais j'aurais pu faire encore 10, 15 gynécologues qui m'auraient dit la même chose que les anciens. Et ça aurait pu traîner encore des années et des années. Et je pense que déjà de passer par les assos, ça permet déjà de trier les informations. Et c'est des informations qui sont vérifiées par des patientes. Donc je trouve ça... c'est un bon conseil en tout cas à donner, je pense. Et je voulais aussi dire qu'il ne faut pas non plus que les jeunes filles qui nous entendent là, ou qui vont nous entendre, qui se reconnaissent dans les symptômes, il ne faut pas non plus qu'elles paniquent. Parce que c'est une maladie, il y a des symptômes, il y a même plusieurs endométrioses, on n'est pas toutes pareilles, c'est une maladie complexe. Donc je voulais aussi pas non plus faire paniquer les personnes qui vont nous écouter parce que aujourd'hui on a la chance d'avoir des spécialistes, d'avoir des prises en charge, voilà. Donc allez consulter, parlez-en. On a les associations, voilà. Mais surtout, ne paniquez pas parce que c'est pas non plus rendre service à soi-même. Et voilà. Donc, je voulais aussi... Oui, merci pour ce message. Je pense qu'effectivement, c'est important. Michel, vous voulez intervenir ? Oui, ajouter une petite chose à ce que dit Myriam. L'avantage lorsqu'on est diagnostiqué jeune, c'est que justement, on va pouvoir trouver des solutions assez rapidement pour éviter que la maladie se propage, n'évolue trop vite, etc. Et donc, en étant, pour toutes les jeunes filles ou jeunes femmes qui écoutent le podcast et qui sont diagnostiquées, on a quand même envie de faire passer le message
pas de panique, voilà, parce qu'on a beaucoup, ces dernières années, parlé d'endométriose à travers le prisme de l'infertilité. Alors c'est vrai que l'endométriose est la première cause d'infertilité chez les femmes en France, mais néanmoins, voilà, il y a que 30 ou 40%, il y a 30 ou 40% des femmes atteintes d'endométriose qui sont sujettes à l'hypofertilité, et encore c'est pas l'infertilité, c'est un défaut de fertilité, et dans ces 30 à 40%, on ne sait pas combien sont complètement stériles du fait de l'endométriose. Donc moi je fais partie de ce pourcentage-là, mais je pense pas être... Il faut pas confondre infertilité et stérilité. Voilà, déjà, même rencontrer des problèmes d'infertilité, comme ça a pu être mon cas, n'empêche pas d'avoir des enfants. Il existe des solutions. Alors parfois, évidemment, ça peut être compliqué, ça peut être long, mais il faut surtout pas il faut pas s'affoler, il faut pas jouer à se faire peur en fait. Il faut aussi faire confiance et faire son possible pour vraiment... il faut être diagnostiqué tôt pour pouvoir éviter ces problèmes au maximum, parce qu'ils sont évitables. Alors on a parlé de douleurs, d'absences répétées, report d'activité, fatigue chronique. Voilà, l'endométriose peut engendrer de nombreux symptômes qui impactent la vie, avoir des conséquences donc sur la vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Quelles conséquences a l'endométriose aujourd'hui sur votre vie au quotidien, ou du moins a eu? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos expériences qui vont certainement parler à des milliers de femmes aujourd'hui? Marie-Agnès d'Endomind, est-ce que vous voulez commencer? Oui, je vais commencer. Alors l'endométriose a tout détruit dans ma vie, donc mon couple. Et m'a pris ma chance de devenir maman, mon travail aussi, et m'a complètement isolée socialement. Donc voilà. Mais c'est ma force. Ça m'a permis aussi de me renouveler, de trouver ma voie, de changer de métier, d'avancer, de construire d'autres projets, de militer pour les autres. Et voilà. Mais l'endométriose, à mon stade, vu que ça a été diagnostiqué trop tard, parce que c'est ça le problème, on en revient toujours au même problème. Dès le départ, par rapport au souhait d'être mère, j'avais pas vraiment le souhait d'être mère à 27 ans, j'étais dans ma carrière, etc., j'étais dedans, voilà. Et 2 ans après, c'était posé la question, parce que je me suis mariée entre-temps, de faire un enfant, donc hystérosalpingographie, qui est un examen des trompes pour savoir si tout se passe bien à ce niveau-là, et là, le couperet tombe. Les trompes sont complètement mangées par l'endométriose, donc il n'y a plus rien qui passe. Et donc on est passé tout de suite en parcours PMA, très difficile aussi, et très impactant pour la vie de couple, très impactant sur la sexualité du couple, sur la libido, pas que par rapport à la maladie, mais par rapport au parcours aussi, il faut le dire. Quand on est manipulé par des dizaines et des dizaines de personnes tout le temps, et que on est obligé psychologiquement de dissocier, de ne pas mettre d'émotion en fait, là-dessus. Donc on est un peu en mode robot, on a un agenda plein de rendez-vous dans tous les sens. Donc après on peut pas juste la journée dire je mets pas d'émotion et le soir oh chérie oui je t'aime, tu es l'amour de ma vie, etc. Donc c'est très compliqué psychologiquement à gérer. Et après donc mariage qui part en fumée, travail qui quand on n'est jamais là c'est compliqué, même si les gens essaient de comprendre un petit peu au départ, au bout d'un moment ça commence un peu à les saouler. Surtout quand ils sont pas formés, ils connaissent pas la maladie, donc c'est elle a encore ses règles. Ah ouais, elle a encore ses règles. On vous a déjà fait ce type de remarques? Sûr. Et surtout le pire là-dedans, je suis désolée, j'adore, je suis très woman power, mais le pire là-dedans, ce sont les femmes. Je suis désolée parce que non mais pourquoi je précise parce qu'en fait comme les femmes ont aussi leurs règles, elles estiment qu'elles sont légitimes à juger la douleur de règles de quelqu'un d'autre. Et donc moi je trouve que les jugements les plus durs que j'ai reçus au cours de ma carrière professionnelle, ça a été de collègues qui ne comprenaient pas que je puisse ne pas venir travailler à cause de mes règles. Et qui ne comprenaient pas que je sois en boule et que je ramène ma bouillotte au travail, par exemple, parce que je venais avec ma bouillotte au travail et que je me mettais en boule dans le coin de mon bureau. Et elles étaient là, oh là, tout cinéma pour des règles, quoi, c'est bon. Enfin, donc il y a ça aussi. Et après, après la vie personnelle, c'est annuler à chaque fois à la dernière minute, c'est dire oui et au final ne jamais pouvoir sortir. Et les amis qui s'agacent en disant, de toute façon, je t'invite plus parce que tu nous plantes toujours à la dernière minute. Et c'est tout ça. Donc l'endométriose, c'est pas que avoir mal au ventre,
C'est en fait la femme atteinte d'endométriose et tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire son conjoint, son travail, ses amis, sa famille. Et ça impacte tout. Voilà, toutes les sphères sont impactées. En tout cas, pour mon cas, Ouais. ça a tout impacté. Michel, est-ce que vous voulez intervenir du coup sur votre parcours également, les conséquences que l'endométriose a eu ou a encore aujourd'hui sur votre vie personnelle, professionnelle, sociale? Alors, elle a eu beaucoup d'impacts négatifs jusqu'à la deuxième opération que j'ai subie en 2020. Beaucoup d'impacts négatifs déjà dans un premier temps jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Parce que tout le temps que vous n'avez pas de diagnostic, déjà vous-même, au bout d'un moment, vous demandez simplement si vous ne devenez pas cinglé. Vous finissez vraiment par vous poser des questions. Sans diagnostic, vous ne comprenez pas. Après, clairement, oui, vous finissez par fatiguer votre entourage proche parce que la douleur peut vous rendre, elle vous rend irritable par moments forcément parce que vous souffrez tellement que tout ce qui vient de l'extérieur peut être difficile à gérer, à supporter. Donc c'est compliqué dans la vie de couple, d'autant plus quand effectivement il peut y avoir un parcours de PMA qui vient en gros s'introduire dans votre vie la plus intime où en gros il faut avoir des rapports à telle date, telle heure, revenir le lendemain pour vérifier si les choses sont bien passées. Enfin, en fait, elle vous mange toute votre vie, cette maladie, et d'autant plus quand vous n'êtes pas diagnostiqué. Et en termes de vie sociale, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai des loisirs que j'ai dû arrêter parce que physiquement, je tenais plus, ça me fatiguait, je pouvais plus être présente. Donc, effectivement, après, il y a l'entourage aussi qui finit par se lasser, qui comprend pas non plus, parce que déjà, vous savez pas ce que vous avez. Donc, pour expliquer aux autres, c'est compliqué. Résultat, les autres ne comprennent pas et font plus l'effort au bout d'un moment. Et puis au niveau du travail, surtout, pour moi, ça a été difficile parce que ma carrière professionnelle, c'est quelque chose qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. En 2017, j'ai quasiment pas travaillé. En 2020, non plus. Donc, en termes d'évolution professionnelle, etc., c'est compliqué. Et puis, quand j'arrivais à aller travailler au quotidien, c'était super difficile à gérer parce que quand vous avez vos règles et que vous êtes en pleine réunion et que là vous sentez que ça va être cata si vous sortez pas tout de suite, enfin voilà, c'est tellement de tracas en fait au quotidien qui viennent ajouter à votre fatigue physique, à votre douleur. Après, en 2020, je me suis orientée pour la deuxième opération vers un centre expert. Et là, très honnêtement, ça a changé ma vie. Parce que j'ai eu une bonne lecture déjà des IRM que j'avais pu faire précédemment, alors que les lectures précédentes avaient été complètement incomplètes. On estime qu'il y a à peu près un radiologue sur 10 qui est capable de lire des IRM, de lire correctement une IRM endométriose. Donc voilà, avec les conséquences que cela peut avoir. Mais c'est vrai qu'après cette deuxième opération, je sais pas, ça m'a fait rebondir. Et mais comme toi, en fait, Marie-Agnès, j'ai choisi de m'orienter vers la vie associative, de militer, de m'engager pour faire en sorte que les choses s'améliorent en termes de diagnostic et de prise en charge pour les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, pour les plus jeunes. Et voilà, donc ça motive aussi. Et puis ça donne du sens en fait à tout ça. Se dire de ne pas laisser les autres dans une telle errance parce que je me dis que finalement j'ai été 20 ans sans savoir ce que j'avais quoi. Entre mes 13 ans et mes 33 ans. Non mais on en sourit avec le recul, mais c'est vrai que c'est quand on le dit comme ça, 20 ans, c'est énorme dans la vie d'une personne. Bien sûr. Et concrètement, du coup, psychologiquement, on sent que c'est un parcours quand même très difficile d'isolement. Ouais. Myriam, d'Endo Action, est-ce que vous voulez nous partager, vous aussi, votre parcours, vos vécus ? Oui, alors moi c'est pareil, le diagnostic tard, après une occlusion intestinale. Moi je suis dans le milieu médical et j'avais jamais entendu parler de cette maladie avant d'être diagnostiquée. Et c'est vrai que d'un côté, on l'a dit tout à l'heure, une fois que le diagnostic est posé, ça répond à toutes ces années de souffrance, d'incompréhension, d'ignorance, voilà. Et d'un autre côté, c'est un autre parcours qui commence parce que moi, suite à cette opération d'urgence, j'ai été opérée 1 an après pour l'endométriose. Et en fait, ça a été très compliqué parce que j'avais une endométriose assez avancée. Et donc, autant j'ai eu la chance d'être prise en charge
par un spécialiste qui m'a bien expliqué ce qu'était la maladie. Donc, j'ai pas eu ce besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Et en fait, je croyais bêtement qu'après l'opération, c'était bon, voilà. Et en fin de compte, pas du tout. Et c'est lors de la récidive, en fait, parce que oui, ça a récidivé dans mon cas. Et c'est lors de la récidive que là, je me suis dit, ah non, c'est reparti. Donc, il faut savoir que la première opération, c'était une grosse chirurgie. J'ai été 5 mois en arrêt, voilà. J'ai eu une laparostomie, enfin c'était très compliqué, j'ai été opérée. C'était vraiment une grosse chirurgie, 8 heures au bloc, enfin vraiment la grosse opération, mais qui s'est bien passée, mais avec les conséquences qu'il y a derrière, quoi, arrêt de travail, tout ça. Et donc, quand ça a récidivé quelques années après, je me suis dit, ah non, on va pas recommencer quand même. Et donc, du coup, j'ai eu ce besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, je découvre que je suis pas seule au monde, parce qu'à l'époque aussi, je croyais que j'étais la seule à avoir cette maladie. Et là, donc, je découvre, on va dire, une communauté de personnes qui ont la même maladie que moi. Et donc, du coup, je me sens bien. J'ai de l'attention, même si c'est virtuel, mais j'ai un retour. Je partage ce que je vis avec d'autres femmes qui vivent qui ont la même maladie. Vous vous sentez moins seule. Oui, et on vit pas les mêmes choses, mais on se comprend. Il y a ce soutien, il y a cet échange. Il y a cette bienveillance. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, pendant ma convalescence, ça m'a beaucoup aidée, en fait, de pouvoir partager ma deuxième opération, ma convalescence avec ce groupe de parole. Et c'est comme ça que j'ai aussi décidé de devenir bénévole. Et ça m'a aidée aussi parce qu'en fait, ça m'a aidée à accepter la maladie. Ouais. Ça m'a aidée, il y a ce côté thérapeutique, je dirais un peu, de comprendre, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes symptômes, on ne vit pas toutes de la même manière. Et donc, ça a vraiment eu pour moi ce côté thérapeutique. Et puis, j'avais après envie je trouvais pas ça normal qu'on n'en parle pas, en fait. Si, sur les réseaux sociaux, oui, mais qu'on n'en parle pas concrètement, voilà. Donc, je me suis dit, si moi, de mon côté, avec mes petits moyens, je peux faire en sorte d'en parler autour de moi. Et j'ai aussi eu, comme disait Marie-Agnès, des réflexions sur mon lieu professionnel, parce qu'on ne comprenait pas, voilà. Mais du coup, à force d'en parler, d'expliquer, j'ai commencé à avoir de l'écoute, de la compréhension. Ça a pris le temps aussi que ça s'est pas fait comme ça. Et du coup, après, je suis un peu devenue le porte-parole dans mon milieu professionnel. Et du coup, mes collègues venaient... Ah Myriam, voilà, est-ce que tu... Voilà, donc du coup, ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà. Et donc, j'ai pu en parler, déjà accepter, et en parler plus... Comment je vais dire ça ? Plus sereinement et plus... être à l'aise avec la maladie, puis pouvoir avec beaucoup de bienveillance, comme tu disais Marie-Agnès tout à l'heure. D'accord. Et donc voilà. Et quels seraient les conseils qu'on pourrait aujourd'hui apporter à peut-être des jeunes filles ou d'autres femmes atteintes d'endométriose pour faire un travail de mise en distance de la douleur ? Est-ce qu'il y a des médecines alternatives ? Est-ce qu'il y a des traitements, des huiles essentielles ? Voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire quand aujourd'hui on souffre de symptômes lourds pour se soulager un petit peu ? Marie-Agnès d'Endomind, vous voulez prendre la parole ? Alors, oui. Alors, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place au quotidien qui peuvent aider à gérer la douleur. Déjà, ça passe déjà par une façon de vivre, donc l'alimentation, déjà le truc très important. On ne se rend pas compte, mais c'est une maladie inflammatoire. Donc, si on mange des choses inflammatoires, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Donc, ça me choque que quand on va consulter un médecin, que ce ne soit pas le premier conseil qu'il donne à une femme atteinte d'endométriose en disant attention, par rapport à votre alimentation, est-ce que vous adoptez peut-être pas une anti-inflammatoire, mais est-ce que vous faites attention aux agents inflammatoires qui sont connus et qu'on sait ? Enfin, voilà. Vas-y. Oui, je rebondis sur ce que dit Marie-Agnès, parce que moi, j'ai eu une endométriose avec atteinte digestive. Ouais. Après ma chirurgie, donc j'ai une stomie, j'ai eu une grosse opération. Voilà, et donc du coup, j'ai demandé justement, est-ce qu'il y avait un changement dans mon alimentation ? Est-ce que je devais être suivie par un nutritionniste ? Voilà. Et on m'a répondu, mais non, pas du tout. Non, voilà. Et alors que j'ai vu le avant et après la chirurgie, voilà, même encore aujourd'hui,
Je ne vais pas dire que c'est comme avant, il y a quand même eu des Bien sûr. améliorations, mais l'alimentation, comme dit Marie-Agnès, c'est bénéfique d'avoir une alimentation quand on est atteint d'endométriose. Une bonne alimentation. C'est Bien, important. une bonne alimentation. En tout cas, voilà. Oui, mais c'est C'est complètement important de le Oui, dire. c'est important de le dire important et de le savoir parce qu'on ne le sait pas Personne forcément. l'a dit. Enfin, Voilà. moi, quand je suis allée voir les médecins, aucun médecin ne m'a dit faites du sport, adoptez une alimentation anti-inflammatoire, faites des activités déstressantes. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous, du yoga, de la respiration, utilisez des huiles essentielles pour pratiquer les automassages, aller voir tout ce qui est sophrologue, ostéopathe, naturopathe. Et il y a plein de choses qu'on peut... Comme moi, j'appelle ça ma routine endo. Et en fait, je l'ai testé pendant 1 an. En gros, pour la petite histoire, on m'avait proposé la même opération qu'on t'a faite en 2020, début 2020. Et je l'ai refusée. En fait, j'avais pris le courage, parce que jusqu'à présent, c'est pareil, on fait confiance aux médecins, mais au final, on se rend bien compte qu'on a quand même un droit de parole, et on a un droit de veto, on a le droit de dire non. Et ça aussi, il faut le dire aux gens, vous avez le droit de refuser qu'on vous fasse des choses, vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir, vous avez le droit de demander d'autres avis, et prenez-le ce temps et ce droit, parce que une opération, c'est pas anodin. Donc moi, je l'ai refusé. Ils m'ont dit, parce que mon stade, c'était catastrophique, il fallait tout enlever, etc. Je leur ai dit, laissez-moi 1 année, et dans 1 année, on refait le point. Mais pendant 1 année, vous ne me voyez pas, je ne veux plus qu'on me touche, vous me laissez tranquille, et on refait le point. Et pendant 1 année, je suis allée sur Internet, j'ai lu des bouquins, j'ai commencé le sport, j'ai changé d'alimentation, et en fait, je supprimais les aliments au fur et à mesure. C'est-à-dire que je testais, quand j'enlève ça, j'ai un peu moins mal, ou quand je réintroduis ça, ça me fait mal. Ok, donc lui, je mange plus. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais supprimé plein de choses, pendant au moins 6 mois, mais très très strict. Et au final, en mettant ostéopathie, sport, nutrition, méditation, yoga, j'ai réussi au bout de 6 mois à ne plus prendre du tout de médicaments, plus aucun antidouleur, mais plus rien du tout. Et je suis allée revoir mon médecin donc, au bout d'1 an, qui me dit alors, comment ça va ? Je fais, ça va très bien. Ça va très bien. Moi, dans mon cas, je dis bien qu'il faut tester. Oui. Pour ça, attention, il faut tester parce qu'on a toutes des endométrioses différentes. Donc, on n'a pas... ce qui va m'aller à moi ne va peut-être pas aller à Michel ni à Myriam. Donc, mais c'est juste il y a des choses, il faut essayer de les activer et voir ce que ça donne. Et ça ne marche pas du premier coup. Oui. L'alimentation, c'est pas... 1 semaine, je mange bien. Et après, ça marche. Si ça ne marche pas, j'arrête. Moi, ça a mis 3-4 mois avant d'avoir des effets sur mon corps. D'accord. Michel, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Oui, mais c'est pour... ça va dans le même sens que ce que dit Marie-Agnès, mais effectivement, on n'a pas, nous, la recette toute faite, hein, sinon on se l'appliquerait déjà nous-mêmes, à vrai dire. Mais effectivement, malgré tout, il existe quand même une panoplie d'outils à tester. En fait, chacune doit trouver son chemin avec sa forme d'endométriose. Et puis, tester les choses. Donc, au niveau de l'alimentation, effectivement, il y a sans doute des aliments qui sont inflammatoires, ça c'est clair. Donc, effectivement, quand vous souffrez déjà de l'inflammation qui est due à l'endométriose, effectivement, vous rajoutez de l'huile sur le feu. Il y a d'autres médecines qui sont intéressantes aussi, l'ostéopathie. Les kinés ont un rôle à jouer par rapport notamment aux adhérences que crée la maladie, les adhérences qui se créent entre les organes à cause des lésions, des nodules, etc. Enfin, tout vient un petit peu se coller, voilà. Un gros chewing-gum. Et du coup, ça impacte fortement la mobilité et puis ça crée des douleurs importantes. Et donc, ce sont des professionnels qui peuvent également avoir un rôle à jouer, y compris après les chirurgies. Parce que les chirurgies aussi peuvent créer des adhérences, toute chirurgie, hein, pas qu'en endométriose. Mais voilà, donc c'est des professionnels à consulter aussi, ça peut être intéressant. Et effectivement, il y a la sophrologie, la méditation, le yoga. Marie-Agnès parlait du sport et c'est assez juste. Alors bien sûr, ce sera adapté en fonction de chaque femme et puis en fonction des moments parce que y a des jours où on ne pourra pas, mais il y a des jours où on peut et il ne faut pas s'en priver parce que le sport a de réels bienfaits effectivement sur la santé d'une manière générale et aussi en endométriose. Il faut, parce que, je ne sais pas si vous l'avez vécu, en tout cas moi ça m'a fait ça, c'est que lorsque le diagnostic tombe, qu'on vous
explique pas très bien la maladie, que vous êtes en plus dans une période vraiment de forte souffrance, vous avez vraiment l'impression que genre, vous pouvez pas vous asseoir, vous pouvez pas marcher, oui, mais je vais rien pouvoir faire de ma vie, quoi. Et en fait, non. Donc là encore, ne pas... Ça peut faire peur, mais ne pas se paniquer, essayer d'avoir un petit peu, ça vient avec le temps, d'avoir un peu de recul. Et en testant tout ça, on se rend compte que malgré tout, on a des outils qui s'offrent à nous et qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. Mais qu'on ne nous propose pas. Nous propose pas. Ça, c'est vrai tiens à préciser que, dans mon cas, j'ai fait la démarche toute seule de dire au médecin non et de me faire mon petit truc à moi, et à chercher toute seule comment, et à faire un peu comme une apprentie. J'avais l'impression d'être une petite apprentie sorcière de l'endométriose. Et de tester. Et j'ai fait ça, je notais sur un cahier très scolairement. Bah le café, là pour le coup, non. L'alcool, non plus. La cigarette, non plus. Le sucre, non plus. Le lait, non plus. Le gluten, non plus. La viande rouge, non plus. Et en fait, il restait les poissons gras, le poisson, les trucs végétaux, beaucoup de légumes et fruits et légumes, ça c'est plus, de l'eau et des infusions. Mais après ça a duré 6 mois, attention. 6 mois où j'ai fait ça strict. Et après, j'ai réintroduit par petits trucs. Maintenant, ça va. Mais il a fallu éteindre l'incendie et après relancer le truc. Mais... Myriam. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne nous propose pas systématiquement... On nous propose des traitements, les médicaments, mais on ne nous propose pas de tester la médecine alternative et pourtant on sait que ça a des bienfaits et c'est dommage parce que on sait qu'on peut allier les deux, quoi. Et que ce soit l'alimentation, que ce soit tout ce qu'on a cité précédemment, sophrologie, acupuncture, sport, avoir une hygiène de vie, en fait, quand on n'est pas en crise, évidemment. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est hyper important, et d'autant plus quand on est atteint d'une maladie chronique comme l'endométriose. Bien sûr. Et on ne le sait pas forcément, parce que vous devez le voir certainement aussi, on nous pose des questions sur les groupes, est-ce qu'on peut faire du sport, est-ce que... Enfin voilà, et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas une fois qu'on est diagnostiqué, et on a des consultations, on sort de là avec plein de questions, parce que forcément quand on consulte, on écoute, et du coup on sort de là avec plein de questions, et heureusement je dirais qu'il y a ces groupes de parole sur les réseaux sociaux, où on va dire nous les anciennes, parce que par rapport aux plus jeunes, même si on n'est pas vieille, on a quand même ce recul, on a quand même ce recul sur la maladie, et on peut donc, je pense, à mieux les orienter, mieux les soutenir, et comme on dit tout à l'heure, aujourd'hui, il faut dire qu'on parle d'endométriose. Moi, j'ai des médecins qui me disent c'est la maladie à la mode. Alors, je suis désolée, c'est pas une maladie à la mode, c'est une maladie qui existe depuis 1860, et on est en 2022. On en parle, on va dire, depuis 2014-2016. ça a été médiatisé. Ok, mais c'est pas une maladie à la mode parce qu'on en parle qu'aujourd'hui. C'est une maladie qui existe depuis. Et donc voilà. Et moi, quand des médecins se permettent de dire ça, forcément je rebondis, mais je veux aussi dire que oui, on en parle, mais il ne faut pas non plus en parler mal, quoi. Bien sûr. Vas-y. Justement, peut-être, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, pour certains, ils traduisent ça effectivement parce que c'est une maladie à la mode. Non, c'est pas la mode. On en parle aujourd'hui à la hauteur de ce qu'elle a été oubliée depuis qu'elle a été découverte. Merci Michel. mais il faut le dire à un moment donné. Non, et puis en fait, on parle quand même de 2 à 4 millions de femmes. Donc on parle pas de 10 personnes. Donc, mais encore la semaine dernière, j'ai une cliente qui avait des douleurs, parce que je suis coach sportif maintenant. Le comble du comble. Et en fait, à qui j'ai dit, va consulter quand même un gynécologue. Elle me dit, ok, je vais aller voir ma gynécologue, je vais lui demander les examens, parce qu'elle se plaignait de douleurs, etc. Je dis, toi, tu me ferais pas une petite endométriose? Et je dis, non, mais va quand même consulter, demande à ton gynéco de te prescrire un IRM, et je te donnerai l'adresse d'un spécialiste en IRM endo, au moins t'es sûre de pas... voilà. Et elle revient, me dit, ma gynéco a refusé de me prescrire l'IRM en disant, là, mais tout le monde a une endométriose maintenant, allez, c'est devenu à la mode. Et c'était la semaine dernière. Donc, comme quoi, on a encore du boulot. Et donc, on va encore plus en parler parce que ça paraît très nécessaire.
Et c'est bien pourquoi aujourd'hui vous êtes présente à ce podcast pour qu'on en parle et surtout qu'on relate concrètement un parcours patient. Je pense que beaucoup de femmes seront très heureuses aussi d'entendre qu'il y a des solutions aussi qui existent pour aider un petit peu à mieux vivre quand même. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs de ces solutions. Et c'est du coup très important. Un grand merci pour votre confiance et vos témoignages. Pour conclure ce premier épisode, je voudrais vous inviter EndoAction et EndoMind à nous parler un petit peu des associations, de vous. Depuis combien de temps les associations existent-elles? L'histoire de leur création. Myriam, présidente d'EndoAction, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Alors, EndoAction, c'est une association de patientes qui existe depuis 2018. Il y a eu un changement de nom entre-temps. Oui. Le but de l'association, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer, de soutenir les femmes atteintes d'endométriose et leurs proches. Et par des actions donc de sensibilisation. Donc ça peut être aussi bien participer à on appelle ça la foire aux associations, marché de Noël, faire des passages radio, faire des articles dans les journaux. On essaie d'être présente quand on peut avec nos moyens. Bien sûr. Et d'être vraiment au plus proche. Avant la crise, on faisait des accompagnements parce que ça aussi, on n'a pas encore parlé, mais quand on doit se faire opérer, parfois on doit faire des kilomètres pour être opéré, donc du coup, il y a des jeunes femmes qui se retrouvaient seules lors de leur hospitalisation, donc on essayait d'aller les voir quand on pouvait, bien sûr, et je trouve que c'est important aussi parce que c'est des moments dans nos vies où Bien sûr. on subit une opération et chacun réagit aussi à sa manière. Il y a petites et grandes opérations, chirurgie. Et donc nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner au mieux, de soutenir et puis d'aider aussi la recherche. Parce Bien que sûr. il y a aussi encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et puis de collaborer avec les autres associations quand on le peut, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà. Et quelles sont les démarches à effectuer pour rejoindre l'association en tant que bénévole? Alors, nous contacter, Ouais. nous contacter sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux par sociaux. mail. Donc vous tapez EndoAction et vous trouverez les coordonnées. On est. Le siège il est dans le nord de la France, mais on a des bénévoles dans plusieurs régions de France et on collabore avec d'autres associations de patientes aussi, D'accord. aussi bien l'île de la Réunion qu'en métropole. C'est vrai, à La Réunion? Oui. C'est bien, je suis réunionnaise, c'est génial. Super, je savais pas. Ok, cool. Merci beaucoup Myriam. Michel Molot, secrétaire général d'EndoMind, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'association? Oui, donc EndoMind a été créé en 2014. Il s'agit également d'une association de patientes qui œuvre à sensibiliser et informer le grand public sur la maladie, mais aussi les professionnels de santé. Donc ça se traduit également par la présence de groupes de parole sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Donc on a 2 groupes de parole en fait, Ma vie avec l'endométriose et l'endométriose hommes et femmes, parlons-en, parce que c'était important aussi de donner la parole aux hommes qui vivent avec les femmes atteintes d'endométriose, parce qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, mais c'est aussi une maladie qui impacte forcément beaucoup le couple. Bien sûr. Ça se traduit également par des journées d'information, par exemple dans des centres de santé, hôpitaux, etc. On organise chaque année un gros événement aussi qui est l'EndoRun, donc c'est une course au profit de la recherche pour mieux connaître l'endométriose, mieux en connaître les origines, parce qu'on n'a pas précisé, mais en fait on ne sait pas du tout pourquoi cette maladie, comment ça se passe, quels sont ses mécanismes. Et donc ce qui nous a permis de créer il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, et puis on développe des outils aussi qui ont vocation à aider les femmes atteintes au quotidien avec des ateliers d'éducation thérapeutique, d'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et donc on en a mis 4 en place pour le moment.
Et on espère bien continuer parce que c'est un outil qui permet vraiment aux patientes de mieux connaître, justement mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps, mieux comprendre les mécanismes de la douleur et donc comment faire justement pour agir sur cette douleur au quotidien. On parlait tout à l'heure un petit peu des médecines alternatives, donc ces ateliers permettent justement de prendre connaissance un petit peu de tous ces outils aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voudriez prendre la parole sur vos 2 associations? Est-ce que vous avez des dates à nous communiquer sur l'année, des événements à retenir? Myriam? Alors là, on est au mois de mars, donc nous, on aime bien dire au mois de mars que c'est le mois jaune, parce que forcément, il y a la semaine européenne la semaine européenne d'information de l'endométriose, et il y a la journée mondiale de l'endométriose, donc au courant du mois de mars, et donc c'est le moment pour les associations de se mobiliser au maximum, bien même sûr. Si on se mobilise toute l'année quand même, mais c'est vrai que c'est le moment où toutes les actions sont vraiment bien concentrées partout en France, voilà. Et donc EndoAction se mobilise aussi, et donc nous avons des actions sur le terrain notamment, des permanences à l'hôpital, et nous organisons fin mars, le 27 mars, une marche solidaire donc à Villeneuve-d'Ascq, la ville du siège de l'association, et donc les dons récoltés serviront à financer la recherche. Donc nous espérons vous voir nombreuses. C'est important de le voilà, et puis donc je voulais aussi vous remercier de cette table ronde, et de nous avoir conviés. On espère que justement ça permettra à beaucoup de femmes de se reconnaître, d'avoir des conseils, des solutions, et puis sachez que les associations sont là pour vous, donc n'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux, EndoAction, EndoMind, voilà, on est là pour vous, donc merci. Et c'est important de le dire. Oui, donc pour EndoMind, effectivement, donc, comme pour Myriam, nous sommes sur le mois de mars, donc l'Endomars, ce qui nous concerne avec plusieurs temps forts organisés chaque semaine sur nos réseaux sociaux. Donc en ligne, avec notamment les webinaires thématiques durant lesquels on décline un petit peu les différents axes annoncés par la stratégie nationale pour mieux les faire comprendre au grand public. Et cette année encore, on sera présente pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de cette stratégie, notamment avec le développement des filières en région, dans lesquelles l'association sera représentée. Et puis continuer sur notre lancée avec la mise en place des ETP, donc l'éducation thérapeutique de la patiente. C'est très important pour nous. Voilà. Écoutez, encore un grand merci aux associations EndoAction et EndoMind. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Soyons concrets. À très vite. Merci beaucoup. Merci.